Nous sommes à la presse au futur, la séquence distribution de la presse, voulue par Dorothée et Patrick Thau, c'est un classique où année, on retrouve un peu les mêmes, encore que les problématiques changent, les contextes évoluent. Cette séquence, cette année virtuelle, sera un peu plus resserrée avec 4 intervenants seulement. Fabrice Casadebé, auquel je vais donner sous peu la parole, qui est un acteur clé du système. Louis Dreyfus, le nouveau président de France Messagerie, la petite dernière apparue sur la scène. Nous en verrons certainement les conditions de son accouchement un peu douloureux, mais prometteur, espérons-le. Également, nous trouverons ensuite un représentant ô combien éminent de la presse magazine, venant du groupe CMI, président de Marianne, mais là, président de la coopérative des périodiques. Et puis, bien sûr, ce que tout le monde connaît, c'est le diffuseur de presse, le point de vente, puisqu'on est dans la distribution physique de la presse. Il est impossible de ne pas avoir Daniel Pazetto, qui est le président de Culture Presse, qui est aussi aujourd'hui de plus en plus en phase avec les dépositaires, qui sont moins nombreux, bonne cinquantaine, qui ont maintenant un nouveau président, Bruno Hossan, avec lequel Daniel Panetto travaille de concert, et son bras droit, Philippe Di Marzio, est maintenant l'éditeur de Tribune de l'Avent. Les autres années, je disais l'importance du sujet de la distribution. En 2020, d'une certaine manière, ce fut le sujet de l'année. Et je crois que je ne dévoilerai pas un élément de votre vie privée, cher Fabrice, mais je crains que ce sujet ait non seulement occupé vos journées qui sont longues, mais également vos nuits. Fabrice Casadebé, merci une nouvelle fois de nous rejoindre et de faire cette introduction qui va relever un petit peu les enseignements à tirer de cet annus horribilis quand même 2020, où en tant que représentant de l'État à travers le ministère de la Culture et la puissante DGMIC, où pendant 6 ans vous avez été notre parrain, notre supporter en tant que sous-directeur de la presse, et vous aimez tellement la presse, ou la presse vous aime tellement, qu'au-delà de ces 2 mandats, vous avez accepté pour quelques mois encore de rester proche de nous, puisque vous êtes conseiller spécial du directeur général de la DGMIC, et que vous suivez le plan filière, ô combien important, qui a été évoqué par Pierre Louette dans son propos liminaire, dans l'entretien qu'il a bien voulu m'accorder, et aussi, bien sûr, même si de nouvelles structures se sont lancées, telle France Messagerie, vous n'avez pas abandonné ce sujet de la distribution que vous scrutez, vous en êtes proche, au-delà, je dirais, de vos activités à la direction de la presse. Vous avez, pendant 3 ans, copiloté le master management des médias comme maître de conférence à l'IEP de Rennes, où j'aurais dit qu'on aurait pu, en travaux pratiques, donner aux étudiants d'aller voir dans les rapports du Parlement combien l'État a mis dans la filière presse depuis un quart de siècle. Je pense que ça la dépasse
le milliard d'euros. Vous êtes donc notre protecteur, un peu notre régulateur. Quelles leçons, Fabrice, tirez-vous de cette année 2020 ? Merci Jean-Clément pour cette introduction et merci de donner l'occasion de revenir à la presse au futur pour cette année. Le sujet de la distribution pour les pouvoirs publics, c'est bien sûr un sujet central. Il y a un triple enjeu en fait qui est celui de la distribution de la presse. De notre point de vue, il y a d'abord un enjeu important et concret de préservation du pluralisme de la presse, en particulier de la presse d'information politique générale. C'est un objectif de valeur constitutionnelle identifié depuis 1984 par le Conseil constitutionnel. C'est notre raison d'intervention dans le secteur, préserver la capacité du lecteur à avoir l'accès sur l'ensemble du territoire à la presse. Ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est que c'est ainsi que l'on fait vivre la liberté de communication qui est proclamée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, pour faire vivre ce principe, cette liberté de communication, il faut que le lecteur ait un libre choix sur les publications de presse qui lui sont proposées sur l'ensemble du territoire. Donc, premier enjeu pour les pouvoirs publics, la préservation concrète de ce pluralisme. Il ne suffit pas simplement de le proclamer, il faut faire en sorte que les lecteurs, partout où ils sont, puissent avoir accès à la presse, en particulier la presse d'information politique et générale. Ce n'est pas la seule grille de lecture de l'État, évidemment, dans le secteur. Il y a un enjeu important de soutien au réseau de vente. Je pense aux marchands de journaux qui sont un acteur clé, évidemment, de la filière et de ce contact au plus près du public et dont le rôle avait été précisé et souligné dans la réforme de la loi Bichet qui est intervenue en octobre 2019. Et puis au-delà, évidemment, comme un acteur de la régulation publique, l'importance de la préservation d'une filière et une forme d'assurance contre les risques systémiques qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur un nombre d'acteurs absolument considérable. Donc, ces trois principes d'action, préservation du pluralisme, soutien au réseau de vente vital pour mettre en œuvre ce pluralisme et assurance contre un risque systémique qui motive et mobilise l'action de l'État. Alors, au cours de cette année 2020 que vous avez décrite comme une annus horribilis, je crois que le terme sera sans doute retenu par nombre de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ça a été l'occasion d'un soutien massif et renforcé de l'État. Vous évoquiez le soutien classique à la filière. Il ne s'est pas démenti et il a été fortement renforcé, en effet, au cours de ces longs mois de l'année 2020. D'abord avec un rôle de médiation qui a été mené par le secrétariat général du comité interministériel aux restructurations industrielles, le CIRI, qui est un acteur à la direction générale du Trésor à Bercy, qui a accompagné tout ce processus. Et avec nous également à la DGMIC, qui suivons le secteur de longue date et essayons de l'accompagner dans ces transformations. Donc, une médiation qui a essayé de rapprocher les points de vue des acteurs pour trouver une solution de sortie à la crise qui était celle de la distribution, et au premier chef celle de Presstalis. Au final, c'est la coopérative des quotidiens qui a présenté une offre devant le tribunal de commerce. Mais dans l'ensemble du process, nous avons veillé avec nos collègues de Bercy à essayer de rapprocher les points de vue, faire en sorte à la fois que la responsabilité des acteurs prime et en même temps que le pluralisme et la continuité de la distribution soient préservés autant que possible. Vous l'avez dit, donc il y a eu de nombreuses réunions, à la fois dans les soirées, parfois dans les nuits, et puis des échanges entre ces réunions pour essayer de rapprocher les points de vue. Et occuper vos week-ends aussi, j'ai oublié de dire. Exactement, dans un contexte où évidemment les points de vue étaient particulièrement divergents et les options des uns et des autres assez opposées. Donc, première action, une action de médiation entre les acteurs pour essayer de trouver une issue à la crise. Et
Deuxième action, une action d'accompagnement financier qui a été particulièrement importante. Elle s'est déployée, je dirais, dans 4 dimensions. D'abord, donner du temps aux discussions à une époque où on entrait en plus dans le premier confinement et où donc les discussions entre acteurs éditeurs pour trouver une solution de sortie et avec les organisations syndicales étaient particulièrement complexes. Donc, décision a été prise d'accompagner le processus de discussion avec un certain nombre de crédits qui ont été apportés pour favoriser cette discussion. Donc, vous savez qu'on accompagne la distribution au travers d'une aide à la modernisation de la distribution qui existe depuis de longues années. Il y avait déjà 27 millions d'euros qui sont consacrés annuellement à ce soutien. Il a été renforcé à hauteur de 17 millions de subventions et de 35 millions de prêts pour accompagner les discussions, honorer les échéances de l'acteur pendant ce décalage par rapport aux échéances devant le tribunal de commerce. Il y a eu une deuxième action qui a cherché à limiter l'impact sur les acteurs du secteur. Et je pense à nouveau, je les ai cités dans mon propos introductif, aux diffuseurs de presse, les marchands de journaux, ceux qui font vivre au concret le pluralisme et la distribution de la presse et qui sont si essentiels. Il y avait un enjeu pour eux vital du règlement des chèques de qualification, donc ce terme un peu de jargon, mais que tous les acteurs du secteur connaissent bien, c'est-à-dire les rémunérations complémentaires qui sont assurées par la filière pour ceux qui la défendent au quotidien, c'est-à-dire qui, dans leur point de vente, respectent un certain nombre de particularités et d'exigences d'un cahier des charges fort qui permet à la presse d'être diffusée. Et donc, face, là encore, au risque de défaut important du secteur et à la possibilité que ces chèques de qualification ne soient pas honorés, le gouvernement est venu pour se substituer en quelque sorte aux éditeurs qui ne pouvaient pas honorer cette dépense. Et nous avons, entre les chèques de qualification du deuxième semestre 2019 et les chèques de qualification du premier semestre 2020, versé un peu moins de 28 millions d'euros encore de subventions qui ont pu ensuite être remises sous forme de chèques de qualification par Presstalis dans un premier temps, par France Messagerie dans un deuxième temps, aux diffuseurs spécialistes sur l'ensemble du territoire. Nous avons aussi accompagné la transition entre les modèles en soutenant le lancement de France Messagerie. Et là, c'est un dispositif complémentaire de 68 millions en subvention, de 12 millions en prêt, pour un total donc de 80 millions d'euros qui ont été injectés par les pouvoirs publics dans le secteur pour permettre d'écrire la nouvelle page et le lancement de cette nouvelle page. Et nous avons aussi, quatrième point d'intervention, tenu à accompagner les acteurs les plus petits, les plus fragiles de la filière. Nous l'avons fait d'une triple manière. D'abord, en changeant les règles d'accès à l'IFSIC, l'Institut de financement du cinéma et des industries culturelles, qui est un peu le banquier spécialisé dans le secteur des industries culturelles, auquel, pour la presse, jusqu'ici, le bénéfice de ces dispositifs était réservé uniquement à la presse d'information politique et générale. Compte tenu de la spécificité de la crise et de son impact, il nous a semblé utile d'ouvrir plus largement le champ des bénéficiaires à ces dispositifs qui permettent à la fois des prêts, mais également des prêts participatifs qui ne dégradent pas le taux d'endettement des entreprises. Et donc, l'ensemble de la presse est désormais éligible à ces dispositifs. Et j'invite ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce dispositif, mais qui pourraient être intéressés dans leur recherche de solutions de financement, à se rapprocher des équipes de l'IFI qui sont très briefées sur la situation de la presse et présentes pour les accompagner. Donc ça, c'était pour une action au-delà de la seule presse d'information politique et générale. Et bien entendu, nous avons une action renforcée de soutien à la presse d'information politique et générale dans ce contexte, en apportant une aide de 8 millions d'euros pour accompagner les éditeurs face aux pertes de créances qui étaient les leurs dans la période, en particulier évidemment les plus petits des acteurs. Et en fait,
Troisième aide complémentaire que nous avons apportée, une aide exceptionnelle aux diffuseurs de presse, là encore, compte tenu à la fois de la double crise qui a été celle à laquelle ils ont dû faire face, la crise sanitaire d'une part, la crise de la distribution d'autre part, être capable d'apporter un soutien important pour tous les acteurs spécialisés, les 11 500 diffuseurs spécialistes sur le territoire. Et nous avons mobilisé 19 millions d'euros de soutien pour ces acteurs dans ce contexte. Donc, si je résume, 107 millions d'euros pour faire face à la situation passée, 80 millions d'euros pour accompagner la transformation du secteur, 187 millions d'euros apportés par les pouvoirs publics en urgence en 2020, complétant les sommes que vous avez évoquées, Jean-Clément. Si on regarde sur les 10 dernières années, pour avoir un compte un peu récent, on est grosso modo autour de 540 millions d'euros d'intervention publique entre les subventions de la DGMIC et les prêts du Fonds de développement économique et social, du DES, de soutien à la filière de distribution. Donc, c'est évidemment un accompagnement majeur pour favoriser la transformation du secteur, éviter les risques systémiques au maximum en soutenant les acteurs les plus fragiles. Et puis pour tracer des perspectives d'avenir, donc il y en a un nouvel écosystème. Je ne voudrais pas trop nous mobiliser sur le passé, mais je me souviens, puisque j'étais dans la commission Sarkozy des États généraux, déjà la puissance publique se penchait sur le devenir de la distribution. Et quand vous rappelez ce demi-milliard dans les 10 dernières années, on ne peut pas dire que l'État n'ait pas rempli son rôle. Comment, avec un tel accompagnement public, on a été quand même conduit à ce que la messagerie emblématique qui, je dirais, des NMPP à Presstalis semblait un peu la cathédrale, une sorte de cathédrale de Paris, c'était la cathédrale de la presse. Comment, telle la flèche de Notre-Dame, elle a été conduite à s'écrouler, à ce qu'on arrive quand même au dépôt de bilan suivi de la liquidation. Ça peut quand même surprendre, ou alors est-ce qu'on n'a pas, je dirais, agi assez tôt? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu précipiter le dépôt de bilan il y a 10 ans? Alors, on peut toujours refaire l'histoire. Ce que j'observe en tout cas, c'est qu'il y a eu des transformations au cours de ces 10 ans. Si on regarde les effectifs de Presstalis en 2012, ils étaient à 2500. Si on regarde les effectifs de France Messagerie en ce début 2021, ils sont autour de 250. Donc, une division par 10 des effectifs de la messagerie. Il y a un enjeu complexe. On connaît bien l'évolution des chiffres de distribution, hein, plus de la moitié de pertes de diffusion au numéro sur les 10 dernières années, une nécessité d'ajuster une structure industrielle dont les coûts fixes sont importants à la réalité de cette évolution, des transformations qui ont été faites, sans doute trop tardivement, ou en tout cas en décalage avec une évolution du marché qui a toujours été plus négatif que ce qui avait pu être anticipé. Mais donc la transformation a été réalisée suffisamment vite, ce qui a conduit à la situation de blocage à laquelle on a assisté l'année dernière, et la nécessité de repartir sur des bases plus saines, avec un paysage économique nouveau, avec des positions des acteurs différents. Hein. La position de France Messagerie n'est pas la position dominante dans laquelle se trouvait Presstalis précédemment, et aussi un cadre de régulation que nous avons réformé avec la loi du 18 octobre 2019, dans laquelle nous avons souhaité rappeler les principes fondamentaux de la loi Bichet d'avril 1947. Je sais que vous faites partie de ceux qui rêvaient. Du 2 avril, je célèbre le 2 avril. Tout à fait, absolument. Et donc, en réaffirmant les principes de neutralité, en réaffirmant aussi une régulation forte et en réaffirmant le principe de responsabilité des acteurs. Ce qu'il est possible, et c'est un peu le risque quand il y a de la mise en commun, qu'une tentation puisse voir le jour, où on peut avoir tendance
parfois à collectiviser les pertes et à chercher à privatiser les gains. C'est pour ça que c'est important d'avoir une régulation qui tient compte des potentielles difficultés spécifiques de ce marché. Et je crois que c'est le cas avec l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la distribution de la presse, qui, depuis qu'elle s'est saisie de ce sujet, a vraiment à cœur de renforcer les mécanismes de responsabilisation des acteurs. Je note par exemple que les différentes remarques qu'elle a adressées aux sociétés de distribution sur leur barème de messagerie font progresser la transparence, font progresser la responsabilité. Et je pense que c'est de nature à assainir les conditions pour la suite. On a donc à la fois de nouveaux acteurs sur le marché, on a un nouvel acteur de régulation avec des outils que lui confie la réforme de la loi. Et comme on est encore au début janvier, on peut former des vœux. Je souhaite que cette alliance de nouveaux acteurs avec ce nouveau cadre de régulation puisse permettre au secteur d'affronter la situation. On sait bien que la situation de la vente au numéro va continuer d'avoir des perspectives qui ne sont pas forcément des perspectives de croissance. Comment faire en sorte que l'outil industriel s'adapte à cette évolution prévisible? Et je crois qu'avec les nouveaux acteurs dans le secteur, l'apparition de France Messagerie, le rééquilibrage avec les messageries lyonnaises de presse et ces outils de régulation, les éléments sont là pour que l'ensemble des acteurs puissent repartir, on le souhaite, sur des bases assainies. Vous avez vécu dans l'année 2020 un clivage de plus en plus accusé, au fond, entre les quotidiens et les magazines. Globalement, les magazines ont renforcé ces derniers mois les MLP. Certes, certains sont à France Messagerie. Je sens une volonté chez la puissance publique de coordination, d'apaisement. Est-ce que ce clivage plus chaud des quotidiens, un peu plus froid des magazines est quelque chose qui fait une frontière qui les oppose ad vitam, où il ne faudra pas trouver des coopérations? Je pense que ce qui compte, c'est de faire en sorte que la structure des coûts soit adaptée aux besoins qui existent et que la gouvernance des structures et la régulation des secteurs permettent de trouver ces optimums sur le marché. C'est tout l'enjeu. Donc les contraintes des quotidiens ne sont pas nécessairement les mêmes que celles des magazines. Il y a la nécessité d'adapter l'outil industriel à ces contraintes. Un certain nombre de magazines ont fait le choix, compte tenu de leurs besoins de flux chaud, d'une certaine manière, de rester auprès des quotidiens. D'autres ont fait d'autres choix. Je pense qu'on va assister dans les prochains temps à un rééquilibrage du marché. Et je pense que, à la fois dans le fait que, comment dire, les besoins de chacun puissent se retrouver dans la structure tarifaire aussi pour encourager la responsabilité des acteurs, et l'adaptation de l'outil aux contraintes spécifiques de chacun, je crois que dans ce double mouvement, on doit trouver des perspectives d'avenir. Est-ce que la péréquation entre les magazines et les quotidiens se justifie autant aujourd'hui, et puisque vous avez beaucoup travaillé à la nouvelle loi qui met beaucoup de pouvoir à l'ARCEP et qui va, je crois, se saisir de ce dossier, quel est un peu le sentiment de la puissance publique sur la péréquation, surtout à un moment où les quotidiens sont quand même en train de marquer d'extraordinaires points quant à leur diffusion numérique, alors que, d'une certaine manière, leur diffusion physique en souffre, puisque véritablement, les magazines ont encore des raisons de venir leur apporter du concours. L'intérêt de la péréquation, c'est de rappeler qu'il y a une filière de la presse et qu'il n'y a pas des acteurs isolés qui seraient indépendants les uns des autres. Il y a une solidarité qui existe et qui est organisée via la péréquation
pour rappeler à chacun l'importance d'un réseau partagé et la nécessité de participer d'une certaine manière à ce financement. Je trouve que c'est quelque chose de vertueux de rappeler que quand on bénéficie des externalités positives d'un réseau qui a été principalement constitué initialement pour les besoins des quotidiens, on en paie sa part. Mais en même temps, le système de calcul est assez bien fait, puisque ce qui est visé, c'est les surcoûts spécifiques au quotidien, compte tenu de l'évolution du périmètre des coûts, des restructurations qui ont été mises en œuvre. Il y a plutôt des signes de baisse des coûts spécifiques des quotidiens, compte tenu des travaux qui ont été menés. Et par ailleurs, compte tenu du rééquilibrage du marché, la solidarité va permettre de répartir l'effort entre un plus grand nombre d'acteurs, d'une certaine manière. Donc je trouve que les principes, en tout cas, gardent leur pertinence. Ils sont par ailleurs inscrits dans la loi, hein, donc ils vont durer. L'ARCEP dira comment elle entend poursuivre ses travaux, mais en tout cas, la nécessité de la péréquation me semble tout à fait évidente et inchangée. Je n'ai pas l'impression d'ailleurs, peut-être que je me trompe, que ce principe soit récusé au sein du secteur. Je pense que ça fait partie des points consensuels qui existent pour une grande partie, sinon l'unanimité des acteurs, mais comme une nécessité pour que la filière fonctionne au mieux. Vous parlez de l'unité de la filière ou le sens commun de la filière. Est-ce à dire que tout fonctionnerait bien ou mieux s'il n'y avait au fond qu'un seul opérateur? C'est une des questions qui était posée dans les mois passés. Il n'a pas été possible de mettre en œuvre cette solution. Donc, on prend acte de l'état des acteurs et de son évolution. Je pense que des discussions ont eu lieu l'année dernière qui n'ont pas forcément pu aboutir. J'imagine que les discussions peuvent se poursuivre dans le futur. Absolument. Vous avez été, et vous l'avez évoqué dès le départ, toujours très soucieux au nom de la puissance publique, des points de vente, des diffuseurs. La modernisation du réseau est quelque chose qui a constamment été appuyé par le ministère et c'est véritablement pratiquement quelque chose sur lequel j'aimerais terminer puisque ils sont vus reconnaître le statut de commerce essentiel dans les temps troublés que nous avons vécus et que nous risquons, je dirais, de revivre. Quelle est un peu votre vision de l'évolution de ce réseau qui en France est protéiforme, qui souffre d'ailleurs avec les relais perturbés par malheureusement les modifications des conditions, je dirais, de transport en commun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on bénéficie toujours d'un réseau prospère, dynamique? Alors, je partage en effet ce souci. Je considère que c'est un réseau majeur. Hein. Si on regarde même l'ensemble des réseaux culturels, c'est sans doute, avec l'ensemble des points de vente de presse, les 23 000 points de vente, sans doute le réseau culturel de proximité le plus dense sur le territoire. Et ceux qui sont les diffuseurs spécialistes, les 11 500 en gros cœurs de réseau qui défendent la presse au quotidien. On souhaite effectivement accompagner leur transformation. La difficulté, ce sont souvent des acteurs indépendants qui n'ont pas forcément autour d'eux les conseils, les outils d'investissement pour se transformer. Ce que nous souhaitons faire à la DGMIC, c'est vraiment d'accompagner la transformation de leur modèle. Alors, depuis de nombreuses années, on a effectivement mis en place une aide à la modernisation des diffuseurs qui cherche à la fois à favoriser l'amélioration de l'équipement informatique des marchands de journaux, mais aussi à rendre leurs points de vente plus attractifs. On est en train de travailler avec Culture Presse, avec les autres acteurs de la profession, à améliorer encore notre dispositif de soutien. Dans le cadre du plan de filière pour la presse et du plan de relance, nous avons obtenu un doublement en 2021 et en 2022 de l'enveloppe que nous consacrons à la modernisation des diffuseurs presse. Donc nous aurons chaque année non plus 6 mais 12 millions d'euros pour accompagner cette transformation.
et on pourra faire des annonces dans quelques semaines sur la simplification et l'ouverture, en gros, de notre dispositif à d'autres types de dépenses que celles que nous pouvions soutenir jusqu'à présent, et à d'autres taux de soutien également. Donc, oui, la transformation du réseau est une nécessité, et oui, pour tenir compte du caractère protéiforme, comme vous l'avez dit, et éparpillé sur le territoire, et de la présence de nombreux indépendants dans ce mécanisme, nous accompagnerons leurs efforts afin qu'ils puissent toujours plus satisfaire les besoins du client, qui sont évidemment mouvants et qui ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Il faut que ça se retrouve dans le point de vente. Il faut aussi que le point de vente soit plus visible et qu'il donne plus envie aux lecteurs potentiels d'entrer pour venir rencontrer la presse et faire en sorte qu'un cercle vertueux puisse se recréer au sein de la filière. Voilà ce à quoi nous travaillons. Je crois que c'est, cher Fabrice, un beau message de conclusion. Je me dois vraiment de vous remercier d'avoir pris sur votre emploi du temps qui est encore très chargé avec le plan filière, avec bien d'autres dossiers. La presse, c'est toujours un sujet de préoccupation immédiate et constante. Merci de nous avoir donné de votre temps aussi. Merci pour ces multiples participations à la presse au futur et à cette séquence distribution que vous avez toujours accompagnée. Bon, cette année, c'est virtuel, donc il n'y aura pas les échanges, mais d'une certaine manière, vous avez tant dialogué avec ceux qui vont vous succéder que je crois que les échanges ne vous auraient pas cette année apporté beaucoup. Donc, merci pour votre bienveillance vis-à-vis de la presse au futur, vis-à-vis de la filière. Je sais que vous vous éloignerez peut-être un peu de nous, mais vous garderez, j'espère, un bon souvenir de ces curieux paroissiens que sont les éditeurs de presse. Et puis, puisque vous avez encore quelques semaines, quelques mois, peut-être votre successeur est déjà désigné, il faudrait vraiment que vous le formiez, je dirais, à avoir une capacité d'écoute telle que vous par rapport à cette filière qui souvent est un peu rétive à écouter les opinions d'autrui. Merci Fabrice. Merci Jean-Clément, à bientôt. À bientôt. Louis Dreyfus, bonjour. Bonjour Jean-Clément Texier. D'accepter de nous parler à partir de ce magnifique immeuble du groupe Le Monde, de votre bureau. On voit bien sûr Notre-Dame, la Seine et une vue plongeante sur tout Paris. Ce Monde, le groupe, vous le présidez depuis maintenant plus d'une décennie. Vous l'avez magnifiquement redressé. Le journal de référence ne se contente pas de se développer. Il est dans une position cardinale par rapport à la plupart des institutions professionnelles de la presse. Et il y a déjà quelques années, vous aviez accepté, à la demande de vos confrères, de prendre aussi la présidence de la coopérative des quotidiens, qui n'était pas le principal actionnaire de Prestalis, mais qui était l'actionnaire moteur, vu le rôle des quotidiens pour Prestalis. Pendant plusieurs années, vous êtes voué corps et âme, je dirais, à tenter de trouver des solutions pour Prestalis. Et l'an dernier, malheureusement, vous avez été amené, alors que vous n'étiez qu'un administrateur et un actionnaire minoritaire dans Prestalis, à accepter le dépôt de bilan qui a été demandé par le président directeur général de l'époque, Éric Diogardin, que vous aviez appelé comme manager de transition, de redressement. On ne va pas passer, je dirais, des minutes sur l'annus horribilis, mais quand même, comment on en est arrivé là et comment êtes-vous arrivé au fond à l'idée qu'il fallait faire émerger une structure nouvelle, une messagerie nouvelle? D'abord, merci de cette invitation.
Je suis heureux de vous retrouver, Jean-Clément, vous qui connaissez si bien notre secteur et la problématique de la distribution. Je vous surprendrai pas en disant qu'on a fait avec les principaux patrons de groupes de presse quotidienne un double constat. D'abord, Prestalis, qui était une messagerie de coût fixe, avait un modèle économique qui ne pouvait pas être pérenne compte tenu de l'évolution des usages et donc des volumes distribués. Et puis il y avait un poison qui menait Prestalis malheureusement à cette fin, c'était un défaut de gouvernance. On avait des responsabilités qui étaient tellement éclatées et chez certains éditeurs, la conviction que l'État serait toujours là pour refinancer la société, qu'on a au bout d'un moment acquis la certitude qu'on ne pourrait pas reconstruire un modèle tout en restant dans cette structure de capital et dans cette société. Heureusement pour nous et heureusement pour le secteur, on a pu travailler avec deux acteurs qui ont été remarquables dans leur maturité dans nos échanges et dans leur capacité à faire évoluer, leur compréhension de la nécessité de faire évoluer les choses, qui étaient d'une part les organisations syndicales, qui, alors même qu'elles étaient très mobilisées pour assurer la distribution de la presse, ont accepté de rentrer dans des discussions qui étaient forcément des discussions destructrices d'emploi. Et puis le CIRI, qui était dirigé par Louis Marguerite, donc qui est l'organisme... Il faut saluer Louis Marguerite. Nous avions Fabrice Casadebé qui a ouvert le débat, qui a apporté lui aussi beaucoup, mais c'est quand même Louis Marguerite, je dirais, qui a apporté les moyens sur lesquels... non, c'est plus que ça. L'acteur public de référence qui a été présent à chacune des réunions, qui ont été, moi j'ai dû avoir des réunions quasi quotidiennes à partir de janvier et jusqu'à mai, qui étaient réunions nocturnes avec les principaux acteurs. L'acteur public de référence, et il n'y en avait pas deux, il y en avait un, c'était Louis Marguerite pour CIRI, et je veux encore ici lui rendre hommage. Et puis il y avait Hélène Bourboulou qui, dans un registre qui lui est propre, mais qui est toujours fructueux, a permis de faire accoucher les différents acteurs de cette solution. Au bout d'un moment, il a fallu que certains prennent leurs responsabilités, acceptent d'être actionnaires, de construire la gouvernance, et tous les grands patrons de presse quotidienne, que ce soit Marc Feuillet, Pierre Louette, Jean-Louis Pelé, ont accepté d'entrer au capital de cette structure. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à aujourd'hui une messagerie qui est avec des coûts fixes très largement réduits, une gouvernance revisitée puisqu'on y a un seul actionnaire, une direction désormais rajeunie, puisque Sandro Martin est un tout jeune trentenaire, mais a suivi... ses fonctions, ou qui a pris ses fonctions de directeur général pour le 1er février, donc pendant cette presse au futur. Exactement. Et il est opérationnel et déjà très apprécié par les éditeurs. Il est fois très opérationnel et très compétent, quelqu'un à qui tous les éditeurs partagent la conviction que la distribution de la presse peut avoir un modèle économique, et donc on lui fait toute confiance. Donc j'ai l'impression qu'il y a une étape qui est majeure qui a été passée, qui n'était pas simple, qui malheureusement a vu beaucoup d'emplois être détruits, mais aujourd'hui on a tous les éléments pour rendre cette structure pérenne. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour à la fois les éditeurs, pour les salariés de France Messagerie, mais aussi pour tous les acteurs de la diffusion, au premier rang duquel figurent forcément les diffuseurs qui ont été très inquiets pendant une période, et on peut les comprendre. Louis, à vous entendre, vous ne regrettez finalement pas d'avoir laissé sur le chemin les magazines. Vous insistez au fond, avoir un seul actionnaire, les quotidiens, c'est probablement mieux. Non, moi je serais heureux que les quotidiens ne soient pas le seul actionnaire. En revanche, ça a un mérite, c'est d'avoir une structure de gouvernance qui est beaucoup plus efficiente, et d'éviter, comme souvent c'est le cas dans les structures
coopérative de presse où il y a une dilution absolue des responsabilités et où personne n'est responsable. Là, les éditeurs de presse sont très coordonnés, de presse quotidienne sont très coordonnés, ont des décisions qui se prennent à l'unanimité, ce qui n'est pas une obligation, mais qui est plutôt notre usage. Et je pense que les éditeurs de magazines qui veulent rejoindre France Messagerie peuvent être rassurés, ils peuvent être clients de France Messagerie sans être actionnaires, et ils trouveront à la fois une expertise et un fonctionnement qui devrait répondre à leurs attentes. Donc je pense que France Messagerie va maintenant pouvoir regagner des parts de marché. Et une bonne surprise, même si les magazines n'ont pas été actionnaires au départ, vous vous retrouvez parmi vos clients avec plus de magazines que vous ne l'escomptiez. On a plus de magazines, on a plusieurs grands clients qui, depuis qu'ils ont vu les changements de gouvernance, qui ont vu que cette activité était réelle et qui maintenant constatent que la promesse qu'on avait faite de mettre en place une FIDICI s'avérait exacte, aujourd'hui sont prêts à rejoindre France Messagerie. Donc je pense que France Messagerie va gagner des parts de marché, que ça soulagera aussi les MLP et qu'on doit pouvoir travailler en bonne intelligence pour avoir maintenant un secteur qui travaillera en plus grande concertation, toujours en concurrence, en plus grande concertation. LMPP, c'était la pieuvre verte, elle écrasait le marché avec, à certains moments, jusque presque plus des 3/4 du poids. Là, d'une certaine manière, France Messagerie se situe quand même dans sa lignée historique, mais ce qui doit être tout à fait nouveau pour les personnels, c'est qu'ils sont devenus un challenger. Pour l'instant, vous pesez moins que les MLP. Oui, mais je pense que plus personne n'est dans une logique de vouloir être dans un quasi-monopole. Chacun a pu voir les désavantages de cette situation. Aujourd'hui, d'abord, on a une structure qui compte à peine plus de 250 salariés, donc beaucoup plus légère que les milliers de salariés qu'a pu compter les NMPP dans le passé, et même Prestalis. Donc on a une structure qui est beaucoup plus en phase avec la réalité de son périmètre économique. Et puis maintenant, on a un deuxième impératif avec Sandro Martin, c'est de veiller à ce que cette messagerie soit au service des éditeurs. Et ça, c'est très important et c'est notre priorité. Service des éditeurs, est-ce que ça ne veut pas dire aussi une démultiplication des prestations et qu'on ne soit pas simplement un logisticien, mais un conseil, au moment où nombre d'éditeurs, d'une certaine manière, allègent leur back-office commercial? Non, je ne pense pas. Les éditeurs allègent leur back-office commercial parce qu'ils ne peuvent pas payer cette prestation. Donc, ils ne peuvent pas l'internaliser, mais ils ne peuvent même pas l'externaliser. Donc, la logique qui avait prévalu il y a quelques années que Prestalis puisse être une société de service et pas un logisticien, on en est heureusement sorti puisque les éditeurs, dans la réalité, n'ont plus les moyens de payer pour un service qui ne soit pas essentiellement de la logistique. Donc, on a recentré Prestalis, France Messagerie sur ces métiers de base, qui sont d'assurer une bonne logistique, c'est-à-dire que les exemplaires arrivent à bon port, en temps et en heure, et à moindre coût. Et que les flux financiers remontent et soient assurés, soient garantis pour les éditeurs. C'est ça ce que demandent les éditeurs. Les services marketing, honnêtement, je pense que ce serait, encore une fois, partir sur une fausse piste que de doter France Messagerie de nouveaux services marketing et d'espérer pouvoir les facturer à des éditeurs qui n'en ont plus les moyens. Je pense qu'il faut être conscient de la transformation. Aujourd'hui, ça n'est plus une demande forte, donc il n'y a pas de raison d'investir là-dessus. Logisticien du show, comme je dirais des productions lentes, est-ce que d'une certaine manière, tout cela, dès lors qu'on est sur du back-office pour les éditeurs sous-traités, ça n'appelle pas, dans un climat apaisé, à une fusion avec l'autre messagerie? Il y a eu pendant des années des discussions au niveau de l'informatique. Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas, en termes de logistique, un certain nombre de mises en commun, de mutualisation
qui diminuerait les coûts. On peut réfléchir à toute mutualisation, mais je pense que il faut être conscient que organiser un nouveau monopole aurait beaucoup d'inconvénients et peu d'avantages. Donc je pense qu'on peut réfléchir notamment sur les aspects informatiques où on travaille en très bonne intelligence avec les MLP. Et je salue le travail des équipes de Cédric Dugardin et Sandro Martin et les équipes de José Ferreira qui travaillent très bien ensemble. Et je pense qu'à partir du moment où on a des besoins identifiés qui peuvent être les mêmes, nous sommes plus forts et plus efficaces si nous allons de concert voir le ou les prestataires qui peuvent nous interpeller pour leur définir un cahier des charges commun. Les marchands sont restés ouverts dans des périodes délicates. Espérons qu'ils resteront ouverts si nous réaffrontons du confinement. Je crois que vous travaillez bien avec les marchands. En revanche, on a l'impression, ou en tout cas certains dépositaires se sentent un peu ignorés par vous. On n'est plus dans la logique niveau 1 messagerie, niveau 2 dépôt, niveau 3 diffuseur. Est-ce que pour vous, le niveau 2, les dépositaires, il en reste une cinquantaine, sont un rouage encore important dans le système? Ils sont évidemment un rouage important. Maintenant, nous n'en sommes plus actionnaires. C'est une décision qui a été prise. Et donc, il faut qu'ils vivent cette nouvelle réalité. Mais oui, on souhaite travailler avec eux. Après, ils ont une fonction qui est bien définie. Je pense qu'après, s'ils souhaitent développer tel ou tel aspect de leur métier et travailler plus et mieux avec les messageries, nous, on sera vigilants sur nos intérêts aussi, c'est-à-dire d'être dépendant d'aucun acteur du marché. Mais je pense qu'ils n'ont pas de raison d'être inquiets. Après, aujourd'hui, ils ne sont plus effectivement détenus par France Messagerie, donc il faut qu'ils gagnent en agilité, probablement. On me reprocherait de ne pas vous poser une question qui est peu à double sens. Une de vos très grandes réussites en France à travers le monde, c'est votre développement sur le plan des abonnements numériques. Je ne dirais pas le nombre auquel vous en êtes parce qu'on est toujours en retard, 350 000 bientôt ou même peut-être déjà dépassé. On les a dépassés, oui. D'une certaine manière, ça montre l'attractivité du monde, votre savoir-faire, mais les diffuseurs que j'évoquais tout à l'heure disent « mais c'est du grain à moudre qui nous est enlevé ». Louis Dreyfus, est-ce que, d'une certaine manière, il n'affaiblit pas, je dirais, France Messagerie, même si, je rappellerai que le groupe Le Monde, c'est aussi un hebdomadaire puissant, Télérama, bien connu du réseau, c'est aussi Courrier International, donc vous êtes aussi très sensible au réseau pour vos magazines. Non, je pense que ce serait se leurrer que penser que si le monde ignorait Internet, il y aurait un afflux de lecteurs en kiosque. Internet nous permet de toucher de nouveaux lecteurs. Et plus que d'autres, nous veillons à ce que l'essentiel de notre production soit payante sur le net. Donc les marchands de journaux peuvent être rassurés. À aucun moment, nous ne donnons gratuitement des éléments d'information que nous ferions payer en kiosque. En fait, vous discountez moins, je dirais, vos abonnements quotidiens numériques que certains de vos confrères naguère des news magazines lorsqu'ils vendaient de l'abonnement à la casse. D'abord, on a veillé à ne pas dans les kiosques numériques, où en gros, c'est pour 10 €, vous avez toute la presse quotidienne et magazine. Nous, le groupe Le Monde, depuis 10 ans, depuis ma prise de fonction, nous avons décidé de ne pas en être. Et effectivement, pour les kiosques, c'est un concurrent redoutable, puisque pour 10 € et sans quitter son fauteuil, on peut avoir toute la presse. Nous, on considère que c'est un appauvrissement de chacun des éditeurs. Lien avec la marque. Par ailleurs, je vous rappelle que le premier investissement éditorial qu'on a fait, c'était dans un outil papier, qui est le M, qui fêtera dans 3 mois son 500e numéro,
et qui, grâce à cet investissement, est devenu le premier jour de vente du journal. Donc, avec Jérôme Fenoglio, avec Xavier Niel, avec Mathieu Pugas, nous continuons à croire fortement à l'existence d'un produit papier et que le kiosque peut être un vecteur de recrutement de nouveaux lecteurs, notamment en période de forte actualité. Donc on n'a pas du tout renoncé à cet élément, mais pour penser que si nous devions renoncer à Internet, nous renoncerions surtout aux nouvelles générations. Et ça, ce serait une erreur. Aujourd'hui, on a un lectorat payant sur Internet qui est important, qui nous permet de dégager un chiffre d'affaires qui est très important et qui, notamment cette année, en tout cas en 2020, en période face à la crise Covid, nous a permis de traverser cette crise sans obérer trop notre résultat. Donc je pense ça permet d'avoir un groupe indépendant financièrement, solide, capable de recruter des journalistes, de continuer à le faire. Et ça, ce sera au profit de toutes nos voies de distribution, notamment des marchands de journaux. Vous aviez la gentillesse, Louis, d'évoquer effectivement mon implication dans cette filière de la distribution depuis au moins un quart de siècle. Pratiquement, à chaque réforme, j'ai vu des business plans et des managers annoncer que la messagerie, à la fin de l'année prochaine ou de l'année qui s'ouvrait, serait à l'équilibre. Je crois que vous l'avez annoncé dans un article du Monde récemment à la faveur du changement de dirigeant opérationnel. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois, l'annonce sera tenue, Louis, pour cette année? Deux éléments, c'est-à-dire qui étaient les défauts structurels de France Messagerie. Les charges fixes, on a baissé quand même des 3/4 des charges fixes de l'entreprise. Et la gouvernance, qui est une gouvernance désormais beaucoup plus centralisée, beaucoup plus efficace, donc qui étaient les deux défauts majeurs de France Messagerie. Et puis, il y a une confiance qui me semble réaffirmée des grands acteurs du secteur envers France Messagerie, envers son management. Et ça, c'est quelque chose d'important, alors que les relations étaient devenues trop tendues au sein de Presstalis pour qu'on puisse considérer que c'était une base acceptable pour relancer l'activité. La réforme radicale qui a permis l'émergence de France Messagerie se place aussi sous une nouvelle régulation. Le 18 novembre 2019, il y a eu une loi Bichet revisitée, revivifiée, et qui fait que la presse, dans sa distribution, est désormais régulée par l'ARCEP. L'ARCEP a une nouvelle présidente qui a justement pris ses fonctions il y a tout juste quelques jours. Est-ce que vous avez une demande, un message à lui faire passer, car je ne doute pas qu'avec son professionnalisme bien connu, elle nous écoute? Écoutez, moi je pense qu'elle est consciente du rôle central qu'aura l'ARCEP dans les prochains mois et années pour les deux messageries, et donc pour l'ensemble des éditeurs. Sébastien Soriano avait initié beaucoup de sujets avec ses équipes qui nous ont assistés dans une période qui était très compliquée. Aujourd'hui, on souhaite que ces équipes continuent à veiller à ce qu'il y ait une stricte application des recommandations qu'ils ont pu émettre par chacune des messageries, et que le climat apaisé qu'on a essayé d'entretenir grâce aux efforts de Sandro, grâce aux efforts de Cédric et à l'écoute de José Ferreira, perdure dans une période qui sera forcément encore un peu compliquée. Le risque de reconfinement ou la quasi-certitude de reconfinement fait qu'on va avoir beaucoup d'éditeurs qui vont être encore malmenés. Le marché publicitaire est un marché incertain, donc on a besoin d'organiser la concertation, et on a besoin d'un climat apaisé, serein et transparent. Ça fait partie des engagements de France Messagerie, cette transparence, et on souhaite que chacun des acteurs s'y conforme. Merci Louis pour ce dernier message. J'oserais aussi dire, presque au nom de grand ancien de cette profession, toute notre gratitude
que vous ayez consacré tant de nuits à trouver une issue pour qu'il y ait cette renaissance de la distribution, et je ne doute pas qu'un jour, nous reprendrons une presse au futur présentielle et que nous attribuerons des Oscars, et j'espère que la jeune entreprise France Messagerie, que vous pilotez, relayée par Sandro Martin, sera un candidat plus qu'évident pour avoir l'Oscar d'une entreprise nouvelle et innovante. Merci Louis. Merci Jean-Clément. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Clément. Que je suis particulièrement heureux d'accueillir parce que s'il y a une personnalité on ne peut plus qualifier pour parler de distribution de la presse, c'est bien vous. Je ne veux pas vous vieillir, mais je pense que depuis un quart de siècle, il n'y a pas de facette de la distribution des journaux que vous ignorez, puisque vous avez contribué à diffuser des quotidiens nationaux, à diffuser des quotidiens régionaux, à faire en sorte aussi que soient diffusés des magazines. Et aujourd'hui, justement, c'est sous la casquette des magazines que je vais vous mettre à contribution, parce que depuis plus d'une année, j'ai l'impression qu'au-delà de vos fonctions de PDG de Marianne, au moins la moitié de votre emploi du temps a été mangée par les questions de distribution. Effectivement, il y a une quinzaine de mois, Marianne vous a confié, outre la gestion, le développement de ce titre qui résiste bien, saluons-le au passage, la tâche de le représenter dans les instances de la distribution. C'est ainsi que vous êtes devenu à ce moment-là le président de la CDM, la coopérative de distribution des magazines. La CDM était à côté de la CDQ, l'un des actionnaires essentiels de la première messagerie de France, Prestalis, et en 2020, ce fut l'année de tous les dangers et même l'année de l'enfer pour Prestalis, dont vous étiez un des administrateurs et que vous avez tenté avec vos mandants, les magazines, presque tous les magazines, sauf ceux qui étaient au MLP, de sauver. Pourquoi vous, avec le recul que vous avez et face au fond à une situation de tous les dangers que vous avez plusieurs fois déjà affrontés, cette fois, on est tombé? Merci Jean-Clément de cet accueil. L'année 2020 a été une année absolument terrifiante. La situation de Prestalis était déjà mauvaise. Il faut pas se cacher. Depuis des années, on savait que Prestalis était malade. Prestalis souffrait, une organisation qui était peut-être un peu dépassée, des dettes, des éditeurs qui étaient à la fois actionnaires et à la fois clients. Tout ça avait complexifié complètement la situation. Je pense que l'arrivée de la Covid a été un accélérateur de particules et cette arrivée de la Covid a accéléré le processus de la chute de la maison Prestalis. C'était quelque chose de douloureux, mais qui était prévisible. Cette année 2020, donc, sera une année terrifiante pour tous les éditeurs, pour tous les éditeurs, aussi bien les quotidiens que les magazines, pour notre marché. Il faut reconnaître aussi une chose, c'est que pendant cette période-là, l'État s'est terriblement impliqué de manière absolument extraordinaire, aussi bien le ministère de la Culture que le ministère des Finances, sur l'opération Prestalis. Et il faut le dire, il faut le reconnaître, sans l'État, je pense que la situation aurait été encore plus dramatique. Et saluons Fabrice Casadebé qui ouvre cette session avec le talent qu'on lui connaît. Oui, tout à fait. Et Fabrice Casadebé a été un des acteurs extrêmement présents sur cette opération. Bon. Maintenant, voilà, la situation est maintenant derrière nous. Nous, les magazines, nous avons fait des propositions. Elles n'ont pas toujours toutes été suivies des faits, mais
il n'est pas le temps de se retourner, de regarder derrière soi. Maintenant, il faut regarder devant nous. La situation ne va pas s'améliorer. La crise sanitaire que nous connaissons, le chiffre d'affaires de la VMF, qu'on appelle la vente moyenne France, a considérablement baissé. En 2018, l'ensemble de la presse représentait un marché d'1,3 milliard, pratiquement 1,4 milliard en 2018. Et en 2021, si on dépasse le milliard, ce sera extraordinaire. Voilà. Donc, une baisse de plus de 30% en 3 ans du marché de la presse en France, la VMF. Les magazines, néanmoins, c'est un poids conséquent parce que aujourd'hui, je crois que Prisma, qui est en train de passer des Allemands aux Français, de Bertelsmann à Vivendi, c'est le poids lourd. Et Prisma, son président, Rolf Heinz, vous a totalement appuyé et vous avez tenté, je dirais, de faire émerger des solutions. Tout à fait. Notre objectif, au tout début, c'était de dire, avec la libéralisation du marché qui va s'opérer dans quelques mois, il faut qu'on rapproche les sociétés de messagerie, qu'on arrête cette guerre intestine qui existait entre les deux sociétés de messagerie, qu'on revoie qu'on ait un seul système informatique et qu'on s'appuie sur un réseau extrêmement capable, qui est le réseau des dépositaires. On a un réseau de dépositaires maintenant, on a une 60aine de dépositaires, il faut s'appuyer sur leur savoir-faire, sur leur connaissance du terrain, et s'appuyer bien sûr sur les 21 000 points de vente qui nous restent, et que si nous ne faisons rien, ces points de vente disparaîtront. Donc, maintenant, il faut penser aux années à venir, il faut tourner la page des crises que nous avons eues en 2020 et il faut travailler sur une situation qui soit pérenne, avec une transparence des coûts, bien sûr. Il faut savoir que, c'est vrai, la presse quotidienne va petit à petit déserter les points de vente, on le sait. Mais écoutez, c'est un fait établi, c'est dans le monde entier, ça se passe de la même manière, il n'y a aucune raison de vouloir contrer ce système. La presse quotidienne, petit à petit, va basculer sur le numérique. Il nous reste maintenant de la presse magazine. Et cette presse magazine, eh bien, écoutez, il faut qu'elle se positionne et qu'elle puisse organiser son avenir, parce que je pense que diriger des titres de presse, c'est aussi prévoir ce qui va se passer dans les années à venir. Les magazines, c'est beaucoup plus tactile, au fond, que l'information véhiculée par les quotidiens. Tout à fait. Vous avez raison. La presse magazine est une presse que l'on conserve, que l'on garde. C'est une presse qu'on collectionne. Bien sûr, il y a les hebdomadaires d'information politique générale, mais il y a aussi des mensuels, des trimestriels de très bonne qualité. Et ces titres-là doivent pouvoir trouver un réseau de distribution. Est-ce que parfois il n'y en a pas trop de magazines, ce qui compliquerait la vie du système? Vous avez raison de m'emmener sur le problème de l'assortiment. C'est un dossier important. Il faut qu'on le prenne à bras-le-corps dans les semaines à venir. On ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière-là, mais je rappelle que le marché est extrêmement fragile et qu'on ne peut plus se permettre d'aller par à-coup brutal ou violent. Il faut qu'on gère ce problème d'assortiment, mais avec doigté. Il ne faut pas que nous cassions tout le système, par principe. Vous êtes projeté dans l'avenir et la CDM, qui une fois le dépôt de bilan puis la liquidation de Prestalis n'avait plus de raison d'être, ça n'a pas empêché les magazines de continuer à faire front commun et vous avez, avec vos mandants, fait émerger l'institution, la coopérative que vous présidez aujourd'hui, c'est la coopérative de la presse magazine. Quelles sont les ambitions de cette coopérative? Alors, on a repris un peu le cahier des charges que nous avions à la CPM, à la CDM. C'est-à-dire, nous ne voulons pas être actionnaires de notre réseau de distribution. Le réseau de distribution, la distribution est un métier de logistique. Nous ne sommes pas des logisticiens. Donc, notre objectif, c'est d'avoir un réseau de distribution dont nous ne sommes pas actionnaires et qui puisse fonctionner soit avec un opérateur, ce qui serait, à mon avis, le plus simple, et qui puisse distribuer l'ensemble de la presse, aussi bien quotidienne que magazine. Deuxièmement, l'objectif est aussi d'avoir une transparence des coûts. On ne peut pas continuer à fonctionner avec des coûts cachés pour tel ou tel titre. Donc c'est là-dessus que nous avons travaillé. Et puis bien sûr, il y a quelque chose d'essentiel quand vous confiez vos titres. C'est un contrat de mandat
vous confiez vos titres de presse à un système de distribution, il faut avoir une confiance. Et je sais que France Messagerie est en train de créer un système de fiduciaire, ce qui est une excellente chose pour redonner confiance aux éditeurs. Car aux éditeurs, effectivement, dans la liquidation de Prestalis, ont laissé beaucoup d'argent. On entend souvent M. Fotorino, par exemple, se dire que ça l'a pratiquement étranglé. Qu'en est-il au juste? Eh bien, écoutez, c'est vrai que je vois aussi bien dans certains groupes, le groupe à laquelle j'appartiens, qui est le groupe CMI, a laissé une ardoise autour de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, c'est extrêmement, extrêmement douloureux dans les comptes d'une entreprise. Et il faut aussi souligner que la presse magazine est souvent une presse d'entrepreneurs. Vous avez bien sûr des groupes majeurs, CMI, Reworld, Prisma, mais vous avez aussi beaucoup, beaucoup de petits entrepreneurs. Et 01, le 1 en est un exemple. Vous avez plein de petits titres dont la catastrophe de la chute de la maison Prestalis a entraîné une grande fragilité. Et moi, ce que je crains, c'est la fermeture à terme d'un certain nombre de presses magazines. Alors c'est vrai, vous me disiez, il y en a trop, mais le trop ne se nettoie pas à coup de dépôt de bilan grâce à cause de la situation de Prestalis. Une question, vous appelez éventuellement un opérateur unique. Vous n'êtes pas actionnaire de France Messagerie. En revanche, certains, je dirais, sont actionnaires de France Messagerie, certains magazines. Vous n'avez pas été tenté pour favoriser un peu, d'une certaine manière, le mouvement vers l'opérateur unique, au fond de dire j'apporte mes troupes à France Messagerie? Je vais vous dire, je pense que d'être à la fois actionnaire et client, ça entraîne une sorte de schizophrénie. On ne peut pas diriger une entreprise quand vous êtes à la fois actionnaire et client. Et c'est pour cela que je trouve que le rôle d'un opérateur permettrait de remettre chaque chose à sa place et chaque actionnaire a sa véritable place. Les éditeurs de la CPM ne veulent pas être actionnaires. Ils sont distribués aussi bien par France Messagerie que par les MLP. On a autant d'éditeurs qui sont distribués sur les deux sociétés de messagerie. Et on s'en porte très bien. On s'en porte très bien. Entre quotidien et magazine, il y a peut-être une question qui fâche et que l'ARCEP devrait aborder sous peu, c'est la péréquation. Les magazines ont un peu l'impression aujourd'hui d'être les dindons de la farce de la péréquation. Comment voyez-vous, je dirais, la relation entre ces deux très grandes familles de presse? Je pense que les chemins sont parallèles et ne se croisent pas automatiquement, comme tout chemin parallèle. La péréquation, c'est un sujet, et je l'entends très souvent, de plus en plus, de la part de la presse magazine qui essaye de comprendre pourquoi cette péréquation existe, alors que petit à petit, on voit bien les quotidiens quitter le réseau de distribution. C'est un sujet qu'il va falloir mettre sur la table en totale transparence. L'objectif n'est pas de mettre le feu à un système qui fonctionne. L'objectif, c'est de maintenir un réseau de distribution. C'est ça l'objectif, à l'origine, c'est de maintenir un réseau de distribution de qualité. Mais il faut que là aussi, il y ait une totale transparence sur les coûts et les devoirs des uns et des autres. L'ARCEP est devenu votre régulateur. Sébastien Soriano avait pris à bras le corps un certain nombre des questions, mais de manière un peu compliquée parce que l'incendie était là. Lors de la Rodière, qui a été nommée par le président de la République et validée par le Parlement la semaine dernière, prend en charge dans ses déclarations devant les parlementaires. Elle a montré une attention au dossier qui est nouveau pour l'ARCEP de la distribution de la presse. Qu'attendez-vous de l'ARCEP? Alors, l'ARCEP a joué un rôle, je dirais, un peu en second plan pendant la crise de Prestalis. Je trouve que, et je m'en étais plaint auprès de M. Soriano,
je les ai trouvés d'une grande discrétion pendant la première partie de la crise de Presstalis. Maintenant, c'est un organe de régulation. Il faut qu'il puisse travailler avec les coopératives, l'ensemble des coopératives, et qu'il puisse écouter les éditeurs. Il ne faut pas que l'ARCEP soit trop sensible au poids politique des uns et des autres. Ils doivent être sensibles surtout à la qualité de la distribution de l'ensemble du paysage de la presse française. Et je pense que là-dessus, on a peut-être un peu souffert sous la précédente gouvernance de l'ARCEP d'une sorte de détachement sur les problèmes de la presse magazine. Vous évoquez, et c'est votre rôle, les coopératives. Donc aujourd'hui, il y a une coopérative des quotidiens qui est présidée par une représentante du groupe Lagardère qui est à France Messagerie. Il y a la CPM que vous présidez. Il y a aussi en gestation une autre coopérative au nom évocateur, Céline, qui est un peu conduite par justement Fotorino, aussi par un éditeur qui monte Unique Héritage Média. Mounier, est-ce qu'il doit y avoir une démultiplication des coopératives? Doit-on revenir à une situation que vous et moi avons connue il y a une dizaine d'années où il y avait entre les coopératives de Presstalis, qui s'appelait à l'époque NMPP, et celle même de Transport Presse, jusqu'à une dizaine de coopératives. Ce qui font un pluralisme de coopératives. Oui, alors je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a une coopérative Céline qui regroupe des petits éditeurs, des éditeurs indépendants, qui ont souhaité quitter à l'époque Presstalis au moment de la crise. Cette coopérative s'est fondée et est distribuée uniquement par les MLP. Je rappelle que vous avez cité les coopératives, donc il y a la coopérative des quotidiens et la coopérative de la presse magazine rattachées au quotidien, voilà, qui sont distribuées uniquement par France Messagerie. Vous avez de l'autre côté la coopérative MLP et la coopérative Céline qui sont distribuées uniquement par les MLP, excusez-moi, voilà. Et nous, la coopérative, nous avons fait le choix de travailler avec les deux sociétés de messagerie. Et dans votre groupe CMI, vous avez des titres sur les deux messageries? On a CMI pour l'instant et sur une seule coopérative, la CPM bien sûr, mais est distribuée pour l'instant sur une seule société de messagerie que sont les MLP. Je vous dis, on a connu une période un peu difficile dans les comptes de CMI et le manque à gagner de 14 millions, la perte sèche de 14 millions a fait que on a eu peut-être un mouvement d'humeur qui était celui de dire voilà, on quitte France Messagerie, on quitte Presstalis et on ne reviendra pas. Écoutez, là-dessus, il faut être pragmatique. Je pense que tout s'étudiera et qu'on travaillera en temps et en heure s'il y a besoin là-dessus. Mais pour l'instant, CMI est OMLP via la coopérative de la presse magazine, la CPM. On parlait l'an passé de tensions entre les quotidiens et les magazines, entre leurs représentants. Frédéric, en vous entendant et en vous remerciant de votre contribution, je vois que vous prêchez l'apaisement et la convergence. Tout à fait. De toute manière, on ne pourra pas. On a le même réseau de distribution, les mêmes dépositaires, les mêmes diffuseurs. Donc, c'est à nous de travailler ensemble pour avoir un système informatique qui soit commun, un système de facturation qui soit commun, et le plus de rapprochement possible. On ne pourra pas construire l'avenir si on reste partagé comme on l'est actuellement. C'est le mot de la fin. Merci et bonne distribution. Merci beaucoup, Jean-Clément. À bientôt. À bientôt, Frédéric. Daniel Panetto, bonjour. Merci de nous rejoindre. Je suis particulièrement heureux d'avoir à dialoguer avec quelqu'un que la République a doublement reconnu comme essentiel. Vous étiez, dès la première pandémie, adoubé comme devant être un des hommes toujours en première ligne. Et ensuite, la République, au 1er janvier, pour service rendu bien sûr, au nom de 25 000 au moins diffuseurs, vous a fait chevalier du mérite.
Depuis un certain nombre d'années, plusieurs mandats, vous présidez Culture Presse. Derrière Culture Presse, c'est l'organisation professionnelle des diffuseurs, des points de vente, soyons simples, des marchands de journaux sous toutes les formes. Vous êtes vous-même détenteur impérieux d'un MacPress. Vous êtes tous les jours au combat. Et pour conclure cette session, la presse au futur, dédiée à la distribution, dans une France qui a souvent été top-down, il était essentiel d'avoir le point de vue de la base, car effectivement, je crois que la distribution de la presse a été particulièrement chahutée, même si les consommateurs vous sont restés fidèles et aimaient bien venir dialoguer avec leurs marchands. Comment avez-vous vécu cette année, cher Daniel? Merci, cher Jean-Clément. Bonjour, et je suis moi aussi ravi de pouvoir échanger avec le grand expert des médias que vous êtes. Il y a de l'amitié entre nous, je voulais le préciser, et c'est toujours un réel plaisir pour moi. Merci de toutes les éloges que vous avez portés à mon attention, c'est très sympathique à vous. Et pour répondre immédiatement à votre question et faire un peu un bilan, si je puis dire, de cette année que nous venons de vivre, elle a été bien sûr absolument terrible. Le terme est même probablement en dessous de la vérité. Mes confrères ont été totalement éprouvés, c'est un euphémisme de le dire, et pourtant en même temps, ils ont fait preuve d'une très grande résistance, d'une belle résilience, si je puis dire. Ce n'est pas seulement la crise sanitaire qui a touché absolument toute la population mondiale d'ailleurs, mais aussi bien sûr la liquidation des SAD, des dépôts Prestalis, suivie de la liquidation de Prestalis elle-même, qu'ils ont dû subir, autrement dit, trois coups de massue d'un coup. Et pourtant, après avoir été considérés, comme vous l'avez rappelé, comme essentiel, comme commerce essentiel, et j'en remercie au passage le ministère qui m'a entendu pour que nous puissions effectivement rester ouverts pendant cette période inédite. Ils ont fait œuvre d'un véritable engagement auprès de la population et auprès de la nation. Mes confrères, tenez-vous bien au plus fort de cette crise, encore une fois, sanitaire inédite. Je parle là du premier confinement au mois de mars, ça va faire bientôt 1 an. Les marchands de presse indépendants sont restés très largement ouverts, à 94%. Alors certes, avec des horaires aménagés, parce que la rentabilité, il faut bien le dire, n'y était pas, mais ils étaient ouverts, ils étaient là pour être en contact, comme vous l'avez souligné vous-même, avec le lecteur, avec le client, et garantir un minimum de lien social dans cette période complètement folle. Jusque-là, je veux saluer également, j'en profite, cher Jean-Clément, pour saluer l'ensemble de la filière, de l'éditeur en passant par les messageries et les dépositaires, parce que tous, à leur niveau, ont fait, dans une situation, encore une fois, qui était compliquée pour absolument le monde entier, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour mettre à disposition du lecteur dans nos points de vente, du papier, de la presse, pour continuer effectivement à alimenter en proximité, en information politique et générale, et puis en culture de proximité. Il n'en a pas été de même, hélas, avec la liquidation 2 fois, je le disais, de Prestalis et de ses dépôts. Ça a été monstrueusement compliqué pour l'ensemble de mes confrères, et notamment sur ces zones concernées par les SAD, à travers tout le territoire. Ça a été vraiment très difficile, puisqu'ils ont manqué de papier, voire ils n'ont pas eu de papier. Ça a été de quelques jours pour l'ensemble, d'ailleurs, des marchands sur le territoire, à jusque 3 mois en Corse pour les quotidiens, pas de quotidien pendant 3 mois en Corse, et quasiment pas de presse non plus, quotidien ou magazine, à Marseille, où chacun le sait, ça a été extrêmement
difficile et compliqué. Justement, on a eu 2 trous dans l'Hexagone du fait de la liquidation de la salle de Lyon puis celle de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous donner une bonne nouvelle? Est-ce qu'aujourd'hui, à Marseille, vous avez trouvé les solutions qui vous permettent d'avoir vos marchands approvisionnés? Alors, les solutions ont été trouvées et heureusement parce que ça a duré beaucoup trop longtemps. Il y avait pour moi, à mon sens, au-delà des marchands eux-mêmes, et encore une fois pour qui c'est une vraie difficulté, hein, c'est leur métier, c'est leur travail, c'est leur outil de vente. C'était une discrimination sur le territoire finalement pour la presse puisqu'elle n'atteignait pas de la même façon sur l'ensemble du territoire et particulièrement dans ces 2 zones, Lyon et Marseille. Le lecteur, le client. Donc, c'était une vraie problématique. Alors, on se parle, Jean-Clément, oui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ils sont à nouveau alimentés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout n'est pas réglé. Loin s'en faut. Ça reste encore compliqué pour tout un tas de raisons. Mais, à nouveau, le territoire est livré de manière à peu près convenable avec les défauts inhérents. Voilà une bonne nouvelle en cette conclusion de session que vous nous apportez. Vous avez souligné la cohésion et l'unité de la filière à votre endroit. Vous vous souvenez que nous avons ouvert cette session par une brillante intervention de Fabrice Casadebé. Je crois que la puissance publique aussi ne vous a pas oublié et même elle a pris le relais d'acteurs déficients. Oui, là aussi je veux remercier le ministère et les pouvoirs publics qui effectivement ont répondu présent, alors d'une part, je disais à l'instant, sur le fait de pouvoir rester ouvert dès le premier confinement, mais en plus de ça, effectivement, et ça c'est une bonne nouvelle, malgré la liquidation de Prestalis, les marchands, grâce au ministère, ont pu percevoir leur dû. Quels étaient-ils? Les compléments de rémunération du 2e semestre 2019 et puis également le complément de rémunération du 1er semestre de 2020 concernant les produits qui étaient distribués par Prestalis, plus une aide exceptionnelle que j'avais demandée au ministère. Je suis en train de parler sur ces 3 sujets-là d'environ 55 millions d'euros. C'est absolument considérable, même si ça ne suffit pas. Je rajouterai également un élément encore important, très important, puisqu'il s'agit là de financier pour terminer sur cette question. 24 millions d'euros ont été mis à disposition par le ministère pour l'année 2021 et 2022, au total, 24 millions au total, mis dans l'enveloppe à la modernisation des points de vente. Donc oui, je remercie à nouvelle fois les pouvoirs publics de s'être mobilisés financièrement parlant pour qu'effectivement les marchands touchent leur dû et puissent s'ouvrir sur un volet offensif après cette crise. Justement, Daniel, oublions l'année 2020, on en reparlera lorsqu'elle sera dans les manuels d'histoire. Vous avez été, là aussi je le salue, réélu, non pas dans un congrès aussi convivial que d'habitude vous organisez, mais vous avez été réélu pour un nouveau mandat, pour vous tourner vers l'avenir. Comment voyez-vous l'avenir? Et je crois que vous affirmez de plus en plus comme l'homme du dernier kilomètre, car vous avez noué en cette année 2020 pour le futur des liens extrêmement étroits avec les dépositaires. On confond souvent les diffuseurs, dernière étape vers le client, avec le dépositaire, un peu les gares de triage. Quand je suis entré dans ce métier il y a plus de 30 ans, et que je me suis occupé de Soprocom, il y avait près de 5000 dépositaires. Aujourd'hui, il va en rester une cinquantaine. Ils ont un nouveau président, Bruno Hossan. Je crois que vous travaillez la main dans la main avec eux. Preuve en est, vous avez repris la tribune du réseau de vente, qui est maintenant piloté par votre fidèle roi, Philippe Di Marzio. Vous avez donc 2 publications pour irriguer le réseau, les dépositaires.
vous avez une lettre quotidienne. Il y a véritablement une pédagogie à travers votre communication, vos publications. Comment incarnez-vous le dernier kilomètre, au sens large? Écoutez, oui, vous venez de le dire, Jean-Clément. Depuis plusieurs mois, nous sommes beaucoup rapprochés des dépositaires de presse, et je tiens à dire que je m'en réjouis. Ça peut paraître surprenant, mais c'est une question d'abord et avant tout de bon sens, et bien sûr ensuite d'une réalité et d'intérêt commun. Surprenant, pourquoi? Je peux en témoigner. Parce que Culture Presse est aussi fondée parce qu'il y avait des problématiques entre le niveau 2 et le niveau 3, autrement dit entre le dépositaire et le marchand. Mais vous l'avez rappelé, ça date de quelques années en arrière, et en l'occurrence par rapport à la création de Culture Presse, à près d'un demi-siècle maintenant. Autrement dit, c'est du passé. Question de bon sens et d'intérêt commun ensuite, le réseau des dépositaires, vous l'avez dit, s'est considérablement réduit. Il travaille de manière beaucoup plus homogène. Et puis surtout, j'ai envie de dire, et ça c'est un élément extrêmement important, c'est le seul interlocuteur que nous avons dans les multiples activités que nous avons dans nos points de vente, c'est le seul interlocuteur qui soit un interlocuteur quotidien. Pour faire simple et pour résumer un petit peu les choses, nous sommes obligés, de part et d'autre, à améliorer nos relations pour nous développer ensemble. Ça doit être de concert. Enfin, je veux apporter un exemple récent du fait de cette proximité qui nous lie, qui nous constitue avec le dépositaire, marchand et dépositaire. C'est l'épisode qu'on vient de décrire. C'est l'épisode de la crise sanitaire et de la crise Presstalis. C'est sur cet intermédiaire qu'est le dépositaire que les messageries ont pu s'appuyer pour continuer à pallier, pour continuer à distribuer, et pouvoir pallier, la distribution liée à la chute de Presstalis. Donc c'est pour nous un élément extrêmement déterminant et on travaille de concert tous nos dossiers. Pour la perspective, puisque vous me lanciez en début de question sur l'année que nous avons entamée, d'abord, je voudrais dire que, évidemment, je souhaite comme tous que ce fichu virus soit vaincu ou du moins apprivoisé. On ne sait pas ce qu'on va apprendre à nouveau. On nous reparle d'un nouveau reconfinement. On verra ça demain. On va apprendre. En tout cas, il faut qu'on se débarrasse de tout ça. Bien sûr, moi, mes perspectives importantes et sur les dossiers importants que nous traitons d'ailleurs avec les dépositaires, mais je vais y venir, c'est bien sûr la mise en œuvre de l'amélioration de la loi du 18 octobre 2019, la loi de modernisation de la presse, la fameuse loi Bichet. Un seul dossier pour l'illustrer, et j'en terminerai. Un seul dossier, c'est celui qui est aux mains de l'ARCEP actuellement, c'est celui de l'assortiment. Voilà, de l'assortiment et du plafonnement, parce que ces deux éléments sont indissociables quand on parle d'approvisionnement de mes confrères marchands. C'est un dossier emblématique à plus d'un titre, mais parce qu'il est d'abord et avant tout, il résume bien effectivement cette modification et cette modernisation qu'a souhaité le législateur. Il est complètement transverse à tous les intervenants de la filière, de l'éditeur encore une fois en amont, jusqu'aux marchands en aval. À ce stade, je dois vous le dire, cher Jean-Clément, je suis un peu dépité par la position qui a été prise par l'ARCEP sur le sujet, qui peut laisser penser que les SADP, autrement dit les messageries et leurs problématiques, pourraient continuer à prévaloir sur ce qu'a souhaité le législateur sur un dossier que je connais bien. Vous savez que c'est un dossier que Culture Presse porte depuis le début. De bataille. Depuis le début, effectivement, le législateur a souhaité, en écrivant cette loi du 18 octobre 2019, du moins pour le marchand, et concernant ce sujet, il a voulu alléger les charges improductives et rendre sa qualité première aux commerçants que nous sommes, c'est-à-dire une dimension commerciale à son activité, à son magasin. J'ajoute, et je termine là, qu'à partir d'un travail d'expertise profond et j'ai entendu les éloges que vous avez faits de l'organisation que j'ai l'honneur de présider,
nous avons su rallier l'ensemble des organisations professionnelles représentatives, l'ensemble des organisations professionnelles représentatives d'éditeurs d'abord, et du syndicat des dépositaires, pour avoir un avis et signer un accord ensemble commun. Certes, il manque à cet accord l'adoubement et d'être rejoint par les SADP, autrement dit par France Messagerie et MLP. J'en profite justement pour leur lancer un appel de nous rejoindre sur cet accord, encore une fois, qui met en phase complètement l'éditeur et le marchand en passant par le dépositaire. Quand vous vivez votre sujet, Daniel, on vous écouterait des heures, mais vous savez que la règle du jeu est de condenser les propos. Une dernière question, vous évoquiez effectivement la relecture de la loi Bichet par cette loi de 2019 qui a comme grande modification de nous donner un nouveau régulateur, l'ARCEP. Depuis le 1er janvier, l'ARCEP a une nouvelle présidente, une éminente parlementaire que l'ensemble du Parlement a adoubée. Quel message enverriez-vous à Madame de la Raudière qui certainement nous écoute? Écoutez, et évidemment, et comme j'ai déjà pu l'écrire, je lui souhaite la bienvenue et évidemment, nous tenons, nous, organisations professionnelles représentatives, et en l'occurrence, pour ce qui me concerne, moi, représentant des marchands de presse du pays, évidemment, à sa disposition pour alimenter, encore une fois, le régulateur qu'est l'ARCEP, sur des dossiers qu'elle connaissait encore pas aussi bien que ça, hein, puisque ça date d'une petite année, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose comme ça, enfin après le 18 octobre 2019. Donc, on est bien sûr à sa disposition pour travailler et surtout pour construire dans un esprit complètement en dehors des carcans, et réellement dans un esprit de modernisation, comme l'a souhaité le législateur. Donc voilà, je suis à l'entière disposition. Une question, Daniel. Est-ce que le numérique vous fait peur? Non, pas plus que ça, puisque aujourd'hui le numérique est entré dans la vie de tous les Français, comme de chaque marchand d'ailleurs. On ne peut pas nier le numérique. La problématique du numérique, c'est que elle coûte notamment sur les sociétés de presse, les patrons de presse, elles coûtent beaucoup d'argent et la rentabilité, chacun le sait, dans la filière, n'est aujourd'hui pas sur le numérique. Alors, il y a différents titres qui se comportent différemment par rapport au numérique. On sait que, notamment, la périodicité quotidienne est plus compliquée à continuer à vivre en point de vente. Pour autant, on voit bien avec la récente grève sur le quotidien L'Équipe, combien les lecteurs sont impatients de retrouver leur papier. Les choses se déroulent à nouveau normalement et c'est tant mieux. Mais la presse magazine a un rôle particulier sur un support papier et elle ne sera pas remplacée par le numérique. Puis au-delà de tous les aspects, y compris les aspects cognitifs, on sait très bien que chaque support a sa pertinence. Je terminerai juste par une phrase et pour résumer tout ça. Pour moi, le numérique ne fixe rien alors que le papier sédimente. Merci Daniel. Et pour conclure cette session que je vous demande, je vous admire d'avoir tous écouté en exprimant encore ma gratitude à Fabrice Casadebé qui nous a donné une professorale leçon, à Louis Dreyfus qui a supporté le choc de Presstalis et qui l'a transfiguré en France Messagerie, à Frédéric Casgrain qui s'est fait l'ambassadeur des magazines, et à vous, cher Daniel, merci à tous. Et j'évoquerai un grand défenseur de la loi Bichet à laquelle nous sommes tous tant attachés, le regretté Jean Miot, pour dire le papier aura toujours le dernier mot. Merci Daniel. Merci, cher Jean-Clément. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.